j'ai fait mes études primaires aux Comores et secondaires, et puis mes études supérieures, une partie en France métropolitaine, et je les ai poursuivis par la suite donc à l'île de la Réunion. Je suis aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Université des Comores, mais pendant de nombreuses années, j'ai exercé comme enseignant de lycée pour gagner ma vie, évidemment. Et puis avec la mise en place de l'Université des Comores, donc j'ai commencé à m'investir, et voilà donc qu'aujourd'hui, je viens de reprendre mes travaux de recherche, commencés depuis 1986 pour être précis, et pour des raisons diverses, je n'ai pas pu les poursuivre jusqu'en 2007-2008, avant de m'inscrire définitivement en 2009 et obtenir mon doctorat d'histoire à l'île de la Réunion. Voilà à peu près mon parcours scolaire et universitaire. Il y a plusieurs résultats dans le cadre de cette thèse. Donc j'ai dû aborder un petit peu le peuplement des Comores, j'ai dû aussi aborder les aspects économiques du pays, mais surtout, essentiellement, j'ai parlé de la mobilité donc des gens, notamment au cours des 2 derniers siècles, je vais dire du 19e et 20e siècle. Donc là également, nous avons pu constater qu'il y a un apport extrêmement important donc de population venant du continent africain, essentiellement. La plupart de ces personnes déplacées ne l'ont pas été de façon volontaire, mais dans un cadre forcé, une mobilité forcée. Voilà un peu le principal résultat. Les travaux actuels prouveront en effet, parce qu'il y a des jeunes chercheurs qui se sont lancés dans le peuplement des Comores pour essayer de découvrir, de voir un petit peu les origines, d'où viennent les Comoriens, qui sont-ils exactement. Mais d'ores et déjà, on peut confirmer que dans le peuplement des Comores, il y a une part beaucoup plus importante d'Africains. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Si on regarde un petit peu tout ce qui se fait, la culture, les aspects de civilisation, de langue, etc., donc on se rend compte qu'effectivement, nous sommes bien entendu dans un milieu africain. Et évidemment, il y a des apports donc d'autres continents, notamment l'Asie et le Sud-Est asiatique. Ça, c'est évident. Il y a d'autres apports. Le mot makwa, je tiens à le préciser tout de suite, c'est pas un mot péjoratif. Ça représente un peuple africain qui était libre, qui travaillait, qui naviguait, qui se déplaçait, qui faisait du commerce sur la côte est africaine. Mais à un moment donné, avec l'apparition de la traite des Noirs, avec l'apparition donc de plusieurs trafiquants, donc cette catégorie a été victime en fait des raids et des razzias. Et du coup, les Makwa sont devenus les esclaves par excellence. Mais ils ne l'étaient pas dès le départ. C'est pas dans leur propre pays, ils ne sont pas forcément esclaves. Ils ne sont pas esclaves. Donc, alors, au Comores, le mot prend un sens encore très péjoratif, dans la mesure où nous nous trouvons dans un pays où la culture arabo-islamique, je veux dire, cette civilisation prend le dessus, domine.
Et on a toujours tendance, il y a une propension de certaines personnes à vouloir rejeter tout ce qui est africain. Et du coup, le mot Makwa, le Makwa lui-même devient la risée, si vous voulez. C'est comme un sous-homme. Et qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être victime de l'esclavage. Vous avez parfaitement raison, parce que dans le cadre de mes travaux, de mes recherches, j'ai pu découvrir qu'aux Comores, il y a de nombreuses personnes qui viennent d'horizons très divers, jusqu'à y compris en Afrique de l'Ouest. Évidemment, cela s'explique parce que les trafiquants, de quelque bord que ce soit, qu'ils soient arabes, européens ou des intermédiaires africains eux-mêmes, nous ne savons pas s'ils connaissaient des frontières, s'ils avaient des limites. Ils capturaient tout ce qui tombait à leur portée de main. Et du coup, j'ai quelques exemples très parlants, très frappants ici aux Comores. Dans un village, nous avons retrouvé des gens qui prétendent être des Zoulous, qui prétendent être des Maasai, et qui prétendent justement venir des pays divers comme la Tanzanie actuelle, ou le Kenya actuel. Donc nous avons tous ces gens-là qui vivent tous ensemble. Et il se trouve que c'est le sentiment d'être étranger au moment où ils sont venus, qu'ils se sont effectivement regroupés pour vivre ensemble. Mais ils ne sont pas forcément de la même ethnie, ils ne viennent pas de la même région. Nous avons des origines, des esclaves d'origine malgache, des esclaves d'origine sud-africaine, actuelle, je veux dire, des esclaves d'origine somalienne, vous l'avez bien dit. Il y a toutes ces catégories de gens, pas très loin, ils vivent tous ensemble. Et aujourd'hui, on méconnaît pratiquement l'origine de tous ces gens-là. Oui, Mdjaezi Amboudé, en effet, est un village de création récente. C'est à la suite du démantèlement à peu près de la plantation de la Grande Comore, donc de Humblo à la Grande Comore, donc de Nyubadjou et Boboni. Donc certains ont pris donc la route vers le nord, et effectivement ce n'est pas le fait du hasard, mais parce qu'il y avait un autre colon chez Henri, Monsieur Henri, qui développait aussi ses activités. Donc pour ne pas rester vagabond, parce que le terme faisait mal à ces gens-là. Si on n'avait pas d'emploi à un moment précis, on était désigné comme vagabond et on était mis en prison. Et mis en prison, ça veut dire qu'il fallait travailler gratuitement. Et donc ces gens-là se sont retrouvés à côté de la plantation du Nord, donc dans le Mboudé, et ont créé, donc c'est ce qu'on appelle ce village. Et d'ailleurs, les habitants de ce village reconnaissent ou se disent souvent qu'ils sont ils sont de la famille de Humblo. Donc voilà un petit peu le village de Mdjaezi. Mais Mdjaezi a pu intégrer quand même la société comorienne, et les réalités comoriennes aujourd'hui sont les leurs. Donc il n'y a pas tellement de différence, bien que dans le mental, dans la mentalité du Comorien, on parlera toujours des gens qui sont venus d'ailleurs. Nous venons de quelque part. Je reviens encore dans le cadre de mes recherches, où la principale difficulté, c'est qu'il n'y a personne qui se reconnaît être dans cette catégorie de gens. Mais c'est toujours la case d'à côté. C'est toujours l'autre. De façon anonyme, on ne désigne jamais personne. Comme si les gens ont peur de parler de leur passé. Et qu'en vérité, tout le monde est venu de quelque part, ça nous venons de le dire, on ne va pas faire de la rhétorique là-dessus. Les habitants des îles, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs et qui se sont établis à des époques certainement très différentes. Ils ne sont pas tous venus au même moment. C'est par catégorie, c'est par groupe, c'est par individu, cela dépend du contexte.
lorsque nous parlons de l'immigration arabe, par exemple, ce ne sont pas des gens qui sont venus tous au même moment. Et le plus souvent, c'est l'immigration individuelle. C'est de l'immigration individuelle. Et lorsqu'on parle aussi de vente, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on parle de vente d'esclaves, le plus souvent, ce n'est pas un contingent, ce n'est pas des bateaux tout entiers remplis. Mais c'est une ou deux personnes ou achetées ou vendues quelque part. Ça dépend donc du contexte, ça dépend et c'est dans la durée, en effet, et c'est dans la durée qu'on peut évaluer tout ce travail-là. Difficile, hein? Difficile de répondre rapidement, directement à cette question. Mais il est d'abord comorien, mais ça dépend des affinités qu'il voudrait développer. Donc, alors, est-il comorien d'origine arabe ou comorien d'origine africaine? En tout cas, il est très difficile et contestable de dire que tous les Comoriens sont d'origine arabe. Plutôt, ce que nous pourrons dire, ce sont la majorité des Comoriens est d'origine africaine. Il y a des travaux, je crois que ces travaux compléteront ce que nous sommes en train de dire, qui affirment qu'il y a à peu près une proportion de 60-65% d'Africains. Donc je pense que j'ai mis un petit peu, j'ai utilisé ces propositions. Je crois que c'est très important de souligner que le Comorien est d'abord africain. C'est pas seulement une définition, enfin, c'est pas une définition politique. Elle est géographique aussi. Nous sommes dans la partie africaine. Heureusement, je sais pas pour plaisanter, mais je vais dire l'historien ne se préoccupe pas véritablement de l'avenir, mais quand même c'est l'occasion d'en parler un petit peu, d'évoquer cet aspect de notre développement. On constate que nous sommes un pays qui n'évolue pas dans son milieu naturel. Les pays voisins, les pays avec qui nous devrions avoir des rapports et des relations politiques, économiques et autres, c'est les pays voisins, c'est le Mozambique, c'est la Tanzanie, c'est le Kenya, c'est Madagascar, c'est l'Afrique du Sud. Donc je crois que nous sommes dans une région où nous pourrions effectivement nous évoluer. Mais le fait de mettre toujours l'accent sur le côté arabo-asiatique ou autre ne nous aide pas. Si je pourrais prendre l'exemple actuel des Jeux des îles de l'océan Indien, nous vivons cette difficulté. La difficulté de faire un groupe, de faire un bloc, de travailler, d'évoluer. Et à chaque coup, nous avons des obstacles. Nous avons des difficultés d'intégration. Et puis, le deuxième élément, c'est que la langue qui est la nôtre, la langue comorienne, est comprise, où nous comprenons également nos voisins. Et c'est justement avec cela c'est pas avec cela que nous développons donc des relations économiques, ce qui devrait être le cas. Donc pour nous, Comoriens, je pense que notre avenir pourrait être mieux assuré si nous intégrons notre milieu d'origine, notre milieu africain. C'est un peu ce que moi je pense par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui et à ce à quoi nous aspirons dans l'avenir. La perception des Comoriens que les Comoriens ont justement de l'esclavage, c'est très difficile. Le mot est entré dans le vocable courant en parlant comorien, Mrouma. Et le plus souvent, on entend les gens dire Mitim Mroumawa, je ne suis pas votre esclave. Donc, alors, dans le vocable courant, on peut utiliser le terme, on peut le trouver dans plusieurs aspects, dans plusieurs utilisations. Lorsque nous essayons de systématiser, enfin, un peu sur
sur l'esclavage, la traite négrière, l'esclavage et les conséquences qu'on peut en faire. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Mais du coup, l'esclave aux Comores, nous avons cherché une définition. Qu'est-ce qu'un esclave aux Comoriens? Un Comorien, donc on nous dit, un esclave, c'est quelqu'un qui est déchu de ses droits civiques. Harewa. Yarewa. Donc, une deuxième définition nous dit, un esclave, c'est quelqu'un qui est vaincu. Washindwa. Harmankodo. Donc, au cours d'une guerre, etc. Donc, deux définitions, enfin, deux éléments qui définissent un petit peu ce que c'est que l'esclave aux Comores. Mais l'esclave également, c'est devenu un mot générique. Lorsqu'on veut parler de noir, on dit qu'il est esclave. Alors que la société comorienne est majoritairement noire. C'est un petit peu la principale difficulté. Et du coup, il y a un terme qui ne signifie pas noir, qui ne signifie pas esclave, mais qui est souvent utilisé pour désigner ces catégories de gens utilisés, c'est mshenzi. Donc, alors, tous ces éléments mis ensemble nous permettent effectivement de définir ou de voir un petit peu quelle perception on a de ce que c'est que de l'esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? Alors, le servilisme aux Comores, c'est, lorsque je disais tout à l'heure, c'est des gens vaincus, une autre définition nous présente l'esclave comme l'aîné. Non, excusez-moi, le cadet. Donc le cadet, tous ceux, c'est-à-dire ceux, on a dit, les cadets sont, c'est des esclaves. Donc alors, il y a un mélange de sens, de définition et d'utilisation du terme. C'est pourquoi je disais au début que le mot est entré dans le langage courant. Donc, très difficile donc, de donner, de dire que l'esclave, c'est le modèle qu'on a en Europe. Il est vrai que l'on peut distinguer, dans l'acceptation comorienne, deux types d'esclaves. Il y a l'esclave, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, l'esclave makoua, celui qui est importé, mais il y a aussi ce qu'on appelle les esclaves d'origine comorienne. Et donc, de toute façon, ils sont comoriens depuis quand? Voilà une autre question qu'on peut se la poser, mais ce sont des villages qui ont un statut inférieur. Et du coup, d'emblée, on peut trouver ce qu'on appelle ici Itea, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des domaines appartenant à la classe régnante, à des familles régnantes, et ça, on peut trouver de nombreux villages, par exemple ici à la Grande Comore, où ces villages sont attribués à des personnes comme le créateur ou celui qui a favorisé la création, etc., etc. Donc voilà un petit peu les notions les plus répandues donc, de ce qu'on appelle le servilisme aux Comores. En face de soi, on n'a jamais un descendant d'esclaves. C'est toujours la case d'à côté. C'est très difficile. C'est comme si les gens ont honte de parler un petit peu de leur passé, des origines. C'est pas seulement le fait qu'ils voudraient par eux-mêmes rejeter les origines, mais c'est un peu ce qu'ils vivent de la situation. Par exemple, moi je crois que ce sont les colons qui ont créé cette grande différence entre les uns et les autres. Pour dire, ceux-là, ils ne sont pas comme vous, ne faites pas comme eux, et du coup, on n'a pas, on ne voudrait pas être de ceux qui ne sont pas les bien vus. Ça, c'est une première explication. Et ensuite, il me semble que des informations selon lesquelles nous avons vécu des moments difficiles au début de notre arrivée aux Comores, nous ne souhaiterions pas revivre la même situation. Et pour cela, les enfants qui sont nés de ces gens-là, justement, leurs enfants n'ont pas porté des noms qui se réfèrent ou qui se rapportent à des noms typiquement africains, mais ils ont adopté en effet des noms de type arabe.
Et pour l'un d'eux qui m'a expliqué, il m'a dit que nous ne voudrions pas que nos enfants vivent les mêmes difficultés, le même mépris qui nous a caractérisé pendant la première période. Et par rapport à ça, le modèle ou la référence qu'ont les gens du modèle de vie, ils imitent ceux qui vivent avec ce modèle plutôt arabe, et beaucoup de gens se créent des ascendances ou des origines, ou en tout cas imitent le modèle de vie de type arabe. Et à mon avis, à mon humble avis, je crois que cela a bloqué les gens actuellement, donc de parler de leur passé, des origines, et notamment s'ils savent que leurs parents ou leurs pères venaient de ce milieu-là. Ils ne voudraient pas en parler. C'est comme ça que je peux m'expliquer, mais il y a encore d'autres éléments que nous pourrons plus tard ou dans un autre cadre donc développer. En tout cas, le thème lui-même, le thème reste tabou. Nous avons compris qu'il y a eu des cadres et des occasions qui ont permis aux gens d'évoluer, et ils oublient un peu le passé. Le passé ne sert à rien si ça doit encore nous freiner dans notre développement. Donc autant ne pas en parler et regarder l'avenir. Voilà un peu comment les gens se présentent ou perçoivent la question. Donc pourquoi parler du passé? Pourquoi revenir encore sur ce qui nous a fait mal alors que nous souhaitons aller vers l'avant? On peut comprendre cette réalité-là, mais en même temps, nous avons besoin de connaître notre propre histoire. Nous avons besoin de parler de notre passé, de savoir d'où nous venons, pour mieux voir également, ou savoir où nous allons. Je crois que si nous étudions la thématique aujourd'hui, c'est pas pour rappeler des mauvais souvenirs. C'est pas, comme je l'ai dit, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas raconter cette histoire parce qu'elle n'est pas bonne à raconter, mais c'est pour connaître toute une partie de notre histoire, l'histoire des Comores. Nous constituons la majorité de la population des Comores. Vous me demandez le début de l'esclavage aux Comores. C'est une vieille question, mais aussi nous n'avons pas jusqu'à maintenant pu reculer. Nous n'avons pas réussi à trouver une date de début. Parce que l'esclavage est tellement ancien, il ne concerne pas les colons seulement, mais ça concerne aussi des populations plus anciennes qui étaient là, arabes et non arabes. Ça, c'est un vrai fléau qui a frappé les Comores. Deuxième question, il me semble que l'esclavage aux Comores, c'est pas seulement une utilisation interne, mais il y a eu un déplacement aussi, un esclavage vers l'extérieur. Il y a eu vente d'esclaves. Alors, qui vendait? Qui était vendu? C'est pourquoi la définition tout à l'heure disant qu'il y a des vaincus, il y a des descendants des gens qui sont nés des gens vaincus, etc. Ça montre un petit peu l'origine des esclaves. Alors, pour prendre des raccourcis également, pour aller vite, il me semble que le dialogue de pardon, osons le mot, devait être amorcé. Il faut aller dans ce sens-là. Je vous prends un exemple pour justifier ce que je suis en train de dire. J'ai interrogé un chef religieux pour lui demander pourquoi la confrérie a participé à l'importation d'esclaves. La réponse a été très simple et émouvante aussi. Parce qu'il me dit, mais s'il n'y avait pas ces esclaves, nos maisons seraient ruinées, il n'y aurait personne. Il n'y aurait pas d'habitants. Et pire, je reprends ces termes, et pire, nos sœurs seraient des célibataires à jamais. Voilà un peu ce qu'il nous a dit. Donc il y a eu une contribution importante de ces hommes. Donc il est important de le rappeler
il est important de se parler, il est important de montrer qu'en effet, nous nous sommes retrouvés à un moment donné et nous constituons la population comorienne d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Chacun a apporté. Chacun a apporté, et j'aime toujours le dire, qu'il y a des quartiers, il y a des villages, il y a des régions qui sont réputées être des régions serviles. Soit. Les habitants sont des serviles, soit. Mais ils ont eu à contribuer dans ce pays. Lorsqu'on parle de civilisation. Je dis, les cordonniers qui étaient là, on disait que c'était fait par des esclaves. Oui, maintenant qu'il n'y a plus ces cordonniers, il n'y a plus de chaussures. On a parlé de civilisation, de culture, de danse. Maintenant que ces gens-là ne dansent plus, les danses disparaissent. On ne les retrouve plus. Donc il est très important donc, de rappeler que la civilisation comorienne, c'est un apport, c'est une contribution de tout un chacun, qu'il soit esclave ou pas, mais ils se sont mis ensemble et nous avons constitué le patrimoine aujourd'hui, donc le patrimoine des Comores. Voilà ce que j'aimerais dire pour justifier qu'en effet, il faut en parler. Ce n'est pas pour ouvrir des plaies, mais c'est pour montrer que le fait que nous avons été ensemble, nous avons contribué à mettre en place une civilisation, une culture et un peuple. Je voudrais rappeler qu'il y a eu deux courants pour l'esclavage dans cette zone, dans la région océan Indien, dans la zone océan Indien. Il y a le courant développé par les anciens Arabes, qui étaient là depuis, donc c'est plus ancien. Mais il y a le deuxième courant qui est arrivé avec l'avènement des Européens au XVIe, XVIIe siècle, établi. Et lorsque les îles Mascareignes ont été découvertes, et apparemment vides, ils avaient voulu donc peupler et valoriser et développer ces îles. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un trafic encore amplifié, donc mettant en contribution les deux courants et finalement multipliant encore les victimes. Donc, il me semble, enfin je l'ai dit et je le soutiens encore une fois, que les Makois dont il a été question dans ma thèse ont servi de pont biologique entre le continent africain, les îles Comores, Madagascar et les Mascareignes. Donc, alors, parler de port ou de port, c'est très difficile, même si on sait parfaitement qu'il y a eu des intermédiaires qui ont joué le jeu et qui sont partis à la recherche donc des esclaves. Des Comoriens qui partaient avec leurs bateaux. Les Comores avaient servi pendant cette période donc de transition, donc de transit, si j'ose dire. C'est-à-dire des gens pris au moment où la traite avait été abolie, avait été interdite. Donc les Comores ont servi de transit et des gens venus du Mozambique transitent aux Comores 1 ou 2 jours avant de continuer la route vers les Mascareignes. Mais nous avons eu également l'épisode des razzias malgaches. Les malgaches qui avaient été utilisés comme trafiquants, qui attaquaient et les Comores et la côte africaine pour capturer également des esclaves. Mais on considère également, on constate qu'il y a eu tout un trafic qui avait été mis en place, qui avait très ancien, dont, enfin, j'allais dire, les sultans des Comores ont été des acteurs assez importants. Ce sont les sultans comme le sultan, les Abdallah en juin, Mounimkou à la Grande Comore, pour ne citer que ces deux exemples-là, ce sont des gens qui ont participé, et toujours est-il qu'on nous dit souvent qu'il y a des villages qui sont nés au moment de Mounimkou, qui a ramené ces Noirs d'Afrique, qui a ramené aussi des plantes alimentaires. Voilà, on met à contribution donc ces éléments. Donc voilà, il y a eu un trafic très important. Le commerce des esclaves au XIXe siècle a été très intense, mais nous avons connu également un trafic clandestin qui avait été organisé par les soins donc des autorités coloniales qui avaient besoin donc d'une main-d'œuvre pour continuer à travailler dans les îles Mascareignes. Et dans ce cadre-là, les Comores ont contribué également dans ce trafic.
Je parle de localisation, j'ai essayé de montrer qu'en effet, qu'au moment de l'introduction, ça dépend des moments d'ailleurs, hein, au XVIIIe siècle il y en a eu, au XIXe siècle il y en a eu, et puis au XIXe également, hein, au XIXe surtout. Ce sont ce que j'ai appelé les zones de cantonnement. C'est-à-dire, dans chaque île, il y a des lieux où ces gens-là étaient regroupés afin d'être le plus près possible du lieu du travail. Et donc, en juin, on a des zones qui sont caractérisées. On parle de Pomoni, on parle de Bamba Omtsanga, on parle de Patsi. Là, il y a eu des zones de regroupement et des villages avaient été créés dans cette zone-là. Donc, ils sont très, très, très nombreux. Et donc, l'empreinte de ces gens-là est là. Dans chaque île, nous avons cette réalité-là. Dans chacune de nos 4 îles, hein, il y a cette réalité-là. À Mayotte, on a des villages qui sont créés à ce moment-là. À Moélie également et à la Grande Comore. À la Grande Comore, on a la région de Hambou, donc le Nyumbadjou et Salimani Yaitana qui formaient un axe. Dans ce cadre-là, il y a des villages qui ont disparu et qui avaient été un domaine de concentration, en fait, de cantonnement. Je préfère cantonnement plutôt que concentration. Donc, de cantonnement de ces travailleurs. Et ces villages-là ont disparu aujourd'hui, n'existent plus. Comme le dernier village qui le caractérise également, Boboni, qui a disparu dans les années 2004-2005. Ce village également a disparu. Mais il y a un regroupement et c'est lié, comme je l'avais dit au départ, à l'emplacement par rapport au lieu de travail. C'est la raison pour laquelle on faisait une distinction entre Comoriens et esclaves, entre Comoriens et engagés. Parce que les deux termes, on les aura utilisés. L'esclavage présente aux Comores présente, hein, ou la traite présente effectivement une contradiction. Parce que le caractère limité du territoire et le nombre d'habitants de l'époque à maintenant, si la traite devait partir avec des gens vers l'extérieur, il est certain que nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui, en nombre. Mais on peut constater également que la traite a apporté, a ramené des gens et ça a augmenté donc le nombre d'habitants. Donc, serions-nous aujourd'hui, autant que nous sommes, s'il n'y avait pas l'esclavage, je ne voudrais pas justifier la traite, loin de là, mais je veux dire que malgré qu'on ait utilisé la force pour les amener jusqu'ici, en tout cas, ils ont contribué à la mise en place donc d'un peuple, c'est le peuple comorien. Je disais tantôt que sans eux, il y a des pans importants de la civilisation qui ne seraient pas comoriennes. Grâce à eux, nous avons connu ces aspects de civilisation, de culture, d'artisans. Vous savez, les fabrications, les produits ou les instruments qui ont été introduits par ces gens-là sont multiples. Partout, on a des exemples concrets. On nous a dit que le mbaya, tout ça, les houes, les coupes-coupes, c'est leur œuvre. Donc c'est une fabrication par eux. Surtout. Donc, vous savez également, la plupart des gens qui sont aux Comores, la plupart, ce sont des Bantous. Et les Bantous travaillent le fer. Donc, vous voyez que c'est aussi une source, une origine africaine. Donc, nous avons là un exemple parlant, montrant qu'en effet, ils ont apporté, donc cette partie de la population a apporté des contributions importantes dans notre civilisation. Voilà quelques éléments sur cet aspect. Oui, dans
dans l'histoire des Comores, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au début, que les Comores ont subi des assauts, donc des raids, si vous voulez, donc c'est ce qu'on appelait les razzias malgaches. À un moment donné, au cours du XVIIIe siècle, les Européens installés dans les Mascareignes avaient besoin donc de main-d'œuvre pour développer ces îles. Et le manque de bras avait donné l'occasion à certaines personnes, à certains, donc d'aller chercher des esclaves un peu partout. Donc, les Malgaches, les responsables, les autorités malgaches de l'époque, ayant cessé donc de livrer des esclaves, donc il y a eu un partenariat entre guillemets entre autorités coloniales et les Betimsarak malgaches qui ont organisé en effet des raids, des razzias, et le système de défense mis en place par les Comoriens de l'époque, c'est la construction des remparts. Donc ils ont mis ces remparts, et vous le remarquerez partout, dans chacune de nos 4 îles, que là où il y a des remparts, c'est là où il y a eu assaut donc de ces malgaches. Donc à la Grande Comore, on a eu Fumbuni, on a eu Ikoni, il y a eu Moroni, Itsanra, comme on les a cités jusqu'à bien sûr Nsaweni, mais y compris Mitsami où il y avait aussi ces remparts. Donc là, ça concernant une île. Fomboni aussi, Fomboni Mjin, il y a eu un rempart, et Mutsamoudou, la citadelle, ça on connaît, et Domoni également. Et voilà un peu le tableau que l'on peut faire. C'est le résultat du système de défense élaboré par les Comoriens pour faire face aux invasions malgaches. On n'a pas encore épuisé puisqu'on ne l'a pas encore commencé. C'est un début d'un travail qui est fait. Je voudrais peut-être dire quelques mots concernant un peu mon parcours. Lorsque je me suis engagé dans ce travail, je me suis rendu compte que des choses n'ont pas été dites. Il y a des côtés sombres qu'il faudra peut-être dévoiler, il faut aller à la recherche, il faut interroger, il faut connaître ces informations, il faut les avoir. Et c'est ce qui m'a poussé à encore continuer, à vouloir encore continuer pour faire ce travail, parce que les spécialistes qui étaient là ou qui nous ont précédés n'ont pas abordé la thématique qui est celle qui nous concerne aujourd'hui. Ça a été mis un petit peu comme un peu oublié. C'est un peu oublié. En parler aujourd'hui, c'est rendre justice. C'est tout simplement rendre justice, rendre hommage à ce que moi j'appelle ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont eu à subir ces assauts, qui ont été déplacés et qui aujourd'hui ignorent de la matière à travailler. Personnellement, je pense continuer à suivre les routes qu'ont suivi ces grands hommes et ces grandes femmes pour arriver. Il y a un témoignage assez important, assez émouvant, qui est laissé dans un mémoire et qui disait que ces gens-là n'avaient rien apporté, ils n'avaient que le souvenir de leur pays d'origine. Et c'est dans le cadre de leurs manifestations culturelles, des chants qu'ils n'avaient pas laissés chez eux, qu'ils n'avaient pas oubliés, qu'ils se rappellent un petit peu les origines. Donc, il y a beaucoup de choses à chercher, il y a beaucoup de choses à faire, et je crois que... Sembio